Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? C'est notre dernière émission avant Noël, mais soyez assurés que nous serons de retour après le temps des fêtes. Cette semaine, comme à toutes les semaines, on va décortiquer l'actualité régionale, nationale et un peu de l'international, parce qu'il y a des belles nouvelles, en tout cas des choses dont j'ai le goût de parler, avec un homme fantastique, extraordinaire. Avec lui, c'est Noël à toutes les semaines. Et je vous présente M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Salut Pierre, ça roule? Ça va bien, toi? Ah, on est en forme, là. Il faut. Sans ça, pas après. Je suis allé voir pour mes yeux. Ouais? Tu sais qu'il y a eu un problème de yeux. Oui, l'emploi. Un peu. Là, j'ai plus rien. Bravo. Hey, ils m'ont tout enlevé, même de ça, les gugus qu'ils nous mettent pour les yeux. Puis tout le kit. Fait que ça va très bien. Je ne vois plus la vie en rouge. Mais tu as toujours des lunettes. Oui, ça, par exemple, il faut parce que sans ça, je vois rien. Écoute, on va commencer avec quelque chose qui est bien implanté dans notre communauté à Dolbeau-Mistassini. C'est le Radioton, déjà la 16e édition de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Donc, pourquoi c'est important le Radioton pour une communauté comme Dolbeau-Mistassini? On sait, entre autres, on pourrait en ramener l'histoire du CIUS où on a l'impression un peu de perdre la... D'ailleurs, ça a été moi, des questions que j'ai posées dans le temps au président de la Fondation, qui était monsieur, de la Fondation, c'est M. Boivin, Jean-Pierre. OK. Et là, je ne sais pas ce qu'il y en est là, avec les derniers événements. Là, je pense qu'il est encore là. Je sais que le président d'honneur, c'est M. Camille Vézina cette année. OK. Ouais. Donc, il y avait été question, justement, lors du CIUS, lors du fait que là, on avait enlevé tout représentant, même sur le conseil d'administration du CIUS, on les avait tout enlevés qui étaient et on n'avait pas nécessairement qui étaient originaires de la MRC de Maria-Chapdelaine, sauf un qui travaille, qui est de Normandin, et qui travaille plus particulièrement dans la MRC de Zamen-Zoroua. Mais quoi qu'il en soit, on avait donc posé la question, et on avait reçu, et la Fondation a reçu à ce moment-là l'assurance que tout argent qui serait amassé dans le secteur de Maria-Chapdelaine, où se situe donc la Fondation, le territoire de la Fondation, serait pour l'acquisition de matériel qui serviront au centre du CIUS à Dolbeau-Mistassini. Donc, Maria-Chapdelaine. Donc, c'est encore plus pertinent, ce Radioton. Je pense qu'il y a toujours eu une forme de pertinence. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup d'équipements qui ont été acquis au cours de ces 16 années-là et qui permettent de nous donner dans le milieu des services de santé à la fine pointe de la technologie. Parce que si je comprends bien, le ministère de la Santé, lui, va payer certains équipements, mais il y a des équipements qu'il ne peut pas mettre dans tous les hôpitaux parce que ça serait trop coûteux. Et la Fondation, en fait, ramasse des sous pour pouvoir doter les installations de Dolbeau-Mistassini de ce genre d'équipement de la Fondation. On a eu, entre autres, des lits à un moment donné au niveau des... Là, je ne sais pas que cette année, qu'est-ce qu'il y en est sur l'équipement qu'on a décidé de mettre de l'avant. Ils ont dû faire leur conférence de presse. Oui, mais je n'ai pas vu, pas vu sur quel équipement ça représente... Puis il ne faut pas oublier, si ça fait 16 ans que la Fondation existe, si ça fait 16 ans que l'on réussit à amasser plus de 100 000 par année dans le milieu, c'est parce que la population y croit aussi. Tu sais, je veux dire, si on ne donnait pas d'argent, alors c'est une façon pour la population de dire nos services de santé, on les veut les meilleurs, on les veut à la fine pointe de la technologie. On les veut chez nous. Et on les veut chez nous. Puis voilà, on contribue à faire en sorte qu'ils sont chez nous. Je te rappellerai, pas le scanner, le TACO, OK, quand on avait décidé d'y investir, on a eu un très bel équipement qui est flambant neuf, qui était flambant neuf dans le temps, et qui nous a permis effectivement de pouvoir avoir sur place
des services de santé puis pour aider à des diagnostics qui sont... Tu parles du taco, mais ça avait marqué l'imaginaire des gens, ça. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi la popularité de ce radioton-là, c'est que les gens voient que l'argent, elle est réellement investie. Elle se redonne ta voix. Ouais. Tu vois, concrètement, le 5, le 10 ou le 100 $ que tu as donné, il s'est en allé dans un équipement dont tu peux profiter. C'est sûr qu'on souhaite toujours ne pas avoir à en profiter, mais on comprend ce qu'il y en a. Lorsqu'ils sont là, ils sont là. Oui, puis quand tu as besoin de faire un test, puis tu peux le faire proche de chez vous, puis tu n'as pas obligé de te déplacer à Alma. Exact. À Québec, dans un sens, là, ton 5 là, il a été rentable, hein, parce que tu n'as pas besoin de le remettre en gasoline pour être capable d'aller voir un autre rendez-vous. Ouais. Donc, je rappelle aux gens, donner généreusement, c'est des investissements pour la communauté de tout le secteur de la MRC Marais-Chapdelaine. Donc, votre argent est réellement, chaque dollar est réinvesti dans des équipements pour les soins de santé dans notre secteur. Est-ce que tu as la date? Ils nous ont-tu Non, de mémoire? Je l'ai lu, mais là, je ne l'ai pas écrit, donc je ne m'en souviens pas. On va être honnête. Es-tu quelqu'un qui aime aller à Vauvert, toi? Oui, j'ai pas d'installation proprement dite à Vauvert, mais on connaît des gens et oui, je pense à toutes les années, on a l'occasion d'aller faire un tour, soit sur les plages ou de voir aussi plusieurs installations qui ont été mises de l'avant au cours des années. Hein. Moi, j'ai habité Vauvert longtemps. Mes parents vivaient là. Quand j'ai quitté la demeure familiale, elle était à Vauvert. Et là, on interdit l'accès à la pointe à Langevin durant l'hiver. C'est Rio Tinto qui a fait faire des études et qui a démontré qu'il y avait une dangerosité sur la pointe à Langevin. Tout ça découle là, des effondrements qu'il y avait eu, je pense que c'est l'an dernier. On fait faire des études et là, on interdit la pointe à Langevin pour les gens par souci de sécurité, le temps qu'on trouve une solution. Oui, c'est plus particulièrement, d'après ce que j'ai lu ce matin, c'est en raison des deux courants d'eau. Ouais. Donc, c'est empêché d'aller sur la rivière, sur les deux rivières, en fait, et sur le lac Saint-Jean, parce que ça crée un tourbillon qui fait en sorte que la glace serait mince. Okay. Donc, on interdit les activités de motoneige, de raquettes, d'aller se promener sur le lac à pied et aussi la pêche blanche dans ce secteur-là parce que l'eau serait, pas l'eau, mais la glace varierait en raison des deux tourbillons de la rivière, de la petite Péribonka et de la Péribonka, qui fait en sorte que donc, je pense que c'est sage et en toute sécurité que d'amener... on a tellement beaucoup de sentiers, de raquettes, de ski, de motoneige partout dans le coin. Allez ailleurs, prenez pas de chance pour voir là, si on dit que ça peut être dangereux. C'est ça. Et il ne faut pas oublier, l'année dernière, tu sais, si les effondrements de terrain, en fait, qui se passent dans ce secteur-là, ça me fait un peu penser à ce qui se passe à une échelle beaucoup plus grande, là, mais aux îles de la Madeleine, on sait qu'on est en train de les perdre, justement. À cause de l'érosion. Donc, ce phénomène-là, je pense que c'est important qu'on s'en préoccupe. Ça représente quand même une forme d'attraction dans le milieu. Non pas les effondrements, mais la pointe elle-même. Or, c'est de permettre que ça puisse être toujours là et de l'avant. Et c'est important qu'on y fasse. Tu sais que ça m'amène à discuter. Tu sais, l'île Bouliane aussi, on a le même phénomène, qui l'érosion se fait aussi à ce milieu-là. Tu sais, c'est des choses... le fait de s'en préoccuper, le fait de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les conséquences de ça? C'est quand même des phénomènes naturels aussi qui sont là. Un phénomène naturel et amplifié par le fait qu'on utilise l'eau du lac Saint-Jean, fait de l'électricité aussi avec des barrages. Mais dépendamment de ça, ça fait faire en sorte qu'on puisse conserver ces éléments-là et d'amener des solutions à le faire. Là, une des solutions, d'après ce que j'ai lu, c'est ça. C'est vraiment pour sur l'aspect sécuritaire d'aller faire de la motoneige sur une glace qui n'est pas très forte. C'est pas très recommandé non plus.
Ouais, faire attention parce que la saison de motoneige va commencer. Oui. Les gens sont fébriles, ont hâte, mais s'il vous plaît, soyez prudents. Chaque année, il y a des décès, soit pour vitesse, alcool ou justement des motoneiges qui s'enfoncent dans des cours d'eau. Donc, faites attention encore cette année. Restons dans l'électricité et les cours d'eau. C'était le début de la production de la mini-centrale de la 11e chute. Enfin, on fait tellement longtemps qu'on en parle. Et là, c'est parti. Les turbines ont décollé. Ça a décollé et fort probablement que l'électricité qui y est produite va faire en sorte que les revenus qui sont engendrés vont peut-être permettre de donner, entre autres, à la MRC, aux 2 municipalités qui sont là-dessus aussi, hein, soit Notre-Dame-de-Lorette et Girardville, des redevances qui relèvent de la vente de l'électricité, naturellement, Hydro-Québec là-dessus. Et il y a aussi la MRC du domaine du Roi qui en bénéficie. Comme nous, on en bénéficie avec Val-Jalbert, Oui. donc de certaines retombées. Est-ce que ça se concrétise directement par des baisses de taxes? Peut-être pas, mais à tout le moins, ça permet d'avoir des revenus, des recettes dans les installations politiques que nous avons là pour mettre de l'avant soit des projets de développement à caractère économique ou aussi à caractère social, c'est-à-dire qu'il peut y avoir il doit aussi, à mon avis, y avoir des investissements qui sont faits dans des organisations ou des services à caractère social qui sont surinstallés dans nos territoires. C'est qui décide où va aller l'argent? Est-ce que c'est par appel de projet? Est-ce que c'est... Là, actuellement, là, l'argent... Oui, OK. L'argent est actuellement adressé à la MRC? À la MRC en reçoit. Donc, il y a une division là, des recettes ou des profits des recettes, parce qu'avant tout, il faut payer l'emprunt que ça a occasionné. Et avec ça, les recettes sont adressées à la MRC qui bénéficie, elle, déjà. Tu sais, la MRC bénéficie déjà on a déjà des retombées qui sont originaires avec la Manoine. Le barrage qui avait été fait, pas sur la Manoine, voyons, à Péribonca, là. En tout cas, ça va. Je suis rendu que j'ai des problèmes avec la mémoire des noms. Mais ça commence avec les yeux, après ça, c'est ça. Donc, pour en venir, on a des revenus qui originent effectivement de cela, de la part d'Hydro-Québec, des redevances. Et ces redevances-là permettent entre autres, on a aussi la vente de bleuets dans certains secteurs qui permettent d'amasser des sous et de donner qui reviennent après ça dans des projets. Il y a effectivement différents fonds qui ont été regroupés sur un fonds qu'on appelle un fonds régional pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Et on a conservé, prends comme la ruralité, on a conservé donc des projets, pas des projets, des thématiques pour l'accumulation de ces projets-là. Or, on demande aux gens, aux entrepreneurs, aux groupes communautaires, de présenter effectivement des projets qui permettent d'être financés par ces fonds-là. Okay. Or, ça l'a, pour assurer sur du développement économique long terme, je pense que c'est une bonne solution et on a pu le voir, entre autres, on parlait juste sur l'exploitation des... on parlait de Vauvert tout à l'heure, tu sais, il y a ils peuvent bénéficier dans ce qu'on appelait après ça le fameux volet 2 du programme d'investissement en forêt. Oui. OK? Donc, ça, on sait qu'on a moins d'argent qu'on en avait là-dedans. Donc, on permet de réinvestir à ce niveau-là et d'amener des projets, justement, d'installation d'infrastructures qui servent à toute la communauté par la suite, mais qui permettent aussi d'avoir une meilleure attraction pour le tourisme, entre autres, c'est dans ce secteur-là. Oui, sur cette chose-là, c'est quand même de l'argent qui permettent de nous assurer un meilleur développement. Super.
Donc ça, c'est fait. Qui dit temps des fêtes dit festivités, on retrouve des cadeaux. Malheureusement, il y a des gens qui sont peut-être moins bien nantis que d'autres. Et c'est aussi, donc, le temps des fêtes, la période des guignolés. On avait plus tôt cette semaine la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul et demain, la grande guignolée des médias qui servent à ramasser des fonds, entre autres pour les soupes populaires, pour les gens, pour faire des paniers de Noël, etc. J'invite les gens à donner généreusement parce que ça, je veux dire, c'est... Puis on sait que dans la région, on est très généreux. Hein. C'est quoi l'importance d'organiser ces guignolées-là, de redonner l'argent aux gens pour permettre, entre autres, des soupes populaires, on ne réalise pas l'importance que ça peut avoir. Dans il y a quand même il y a quand même aussi une tradition qui relève de la guignolée. Dans l'histoire du Québec, ça a toujours été une période où on se regroupait pour être capable d'aider probablement les plus démunis. Ça m'amène à te dire que je pense qu'il y a des statistiques dernièrement qui ont été sorties sur la pauvreté au Canada. Et le lot des personnes pauvres est encore augmente. Or, je pense qu'on voit l'importance de ces activités de levée de fonds, au même titre qu'on parlait tout à l'heure pour le radiaton. Je pense que c'est une façon pour la collectivité de se donner des moyens pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse être en mesure d'avoir de meilleurs moments dans leur vie sans avoir la préoccupation de dire, bon, je ne suis même pas capable d'acheter telle affaire ou d'avoir un bon repas à Noël. On sait qu'il y a aussi des organisations qui mettent de l'avant des réveillons pour personnes seules ou personnes. Alors, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que ça demeure une importance et ça demeure pour, entre autres, les Saint-Vincent-de-Paul, des façons, d'amener des paniers de provisions à des personnes qui sont dans le besoin pour la fête de Noël. Moi, je trouve que ça a la valeur de la générosité, de donner du don, c'est une valeur qui se doit d'être maintenue dans nos sociétés. C'est un des moyens qui nous permet. Une des rares fois, il y a une répartition de la richesse, on va en profiter. Une façon d'avoir, oui. Non, parce que c'est vrai, des fois, on a les moyens juste de donner 1, 2 dollars, mais il y en a qui ont le moyen de donner 5, 10, 20, 100 dollars. Je veux dire, soyez généreux selon vos moyens, bien sûr. Puis des fois, ça peut être juste... tu sais, on a tout ça, là. Moi, c'est ça que je fais à tous les années. J'ouvre aussi mon garde-manger et je réalise que j'ai des denrées non périssables que j'utilise pas, tu sais, que j'ai depuis... Ben, pourquoi pas les partager à des gens qui en auront besoin. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut être très simple. Donc, donnez généreusement. Allons maintenant à Ville-Saguenay, ce que j'appellerais ces temps-ci la boîte à surprise, parce qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle révélation. Il y avait une caricature intéressante dans le quotidien ce matin. Hein? Oui, c'était, on voyait à Rome. À Rome, ça c'était avant hier, oui. À Rome, on voyait quelqu'un qui s'excusait de penser qu'il avait eu fait des choses peut-être pas tout à fait catholiques. Il y a celle-là, et ce matin, tu as un paquet d'événements à Saguenay et tu vois M. Justin Trudeau qui s'excuse de ce qui s'est passé en pleurant. Ça me fait rire, ça. Mais une parenthèse, mais tu sais, on le voit émotif souvent, là, qu'on soit d'accord ou pas. Je veux dire, on dit qu'on n'est jamais content. Quand on avait le gouvernement Marpard, on disait qu'il était froid, loin des gens. Là, on a quelqu'un qui est plus émotif ou touché. Bon, est-ce que c'est du fake puis c'est du spectacle? Possiblement. Mais on dirait que peu importe, les politiciens n'ont jamais le loisir d'être eux-mêmes parce qu'ils vont... on va toujours avoir un... Mais c'est très drôle. Je pense qu'on va en rire longtemps, ça, des pleurs de Justin Trudeau. Rapport de transition de la Ville-Saguenay qui a émis un rapport un peu accablant en disant... Mon Dieu, il n'y avait pas de structure, entre autres dans les dons et commandites. Il y avait à peu près presque 40 millions de dollars qui étaient donnés un peu à la... Je ne sais pas, là, il n'y avait aucune manière, il n'y avait aucun critère, aucune reddition de compte là-dessus. D'ailleurs, dons et subventions, c'est deux affaires tellement différentes. C'est drôle que... Puis là, on voit aussi que écoute, c'est pas fini. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler
de la fin de cette administration Tremblay, qui Ouais. il reste encore aujourd'hui introuvable, M. Tremblay, hein, si vous nous écoutez. Mais fort Madame probablement Couture. qu'il parle, fort probablement qu'il ne parlera pas. Ouais. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il revienne là-dessus. Bon, en fait, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que c'est lui directement. OK, fort probablement que oui, c'est lui qui avait nommé les personnes, mais pour vrai, on sait qu'il menait la ville d'une poigne de fer. Juste quand tu dis que dans le quotidien, on fait une nouvelle sur le fait que les conseillers municipaux vont pouvoir discuter Avoir et du travailler budget sur avant. le budget ensemble, je veux dire, c'est pas une nouvelle, ça devrait être tout le temps comme ça, mais là, c'est le cas parce que ça n'avait jamais été le cas, en fait. Non, c'est Fait ça. que, tu sais, il y a quand même une problématique, là, au Ouais, niveau de la ouais, ouais. transparence puis de la Ouais. gestion interne. Mais je ne penserais de pas qu'il Ville-Saguenay. vienne s'expliquer. Moi, je ne penserais pas. Si j'étais lui, elle ne le ferait peut-être pas non plus. En tout cas, il y a des bonnes Mais, c'est parce qu'il- en tout cas, il mais ça parlait, démontre. ouais. J'ai quasiment vu qu'on reprenne notre discours la semaine dernière, mais c'est cet élément-là de copinage, de faire en sorte que, on n'a pas un de ça dans un programme ou d'une politique de subvention municipale. On n'a pas un de ça. Ça nous permet, nos amis, de pouvoir leur donner de l'argent. Et ceux qui ne sont pas nos amis, bien, leur en donner moins et pas du tout. On ne peut pas accuser, mais c'est vrai que ça donne l'impression Non, de... mais c'est tu sais. ça. D'une façon ou d'une autre, ça me paraît clairement que c'est ça. Regarde ici, nous, à Dolbeau-Mistassini, on s'est quand même doté d'une politique comme ça pour aider les organisations. On a une politique clairement établie. On est prêt à donner de l'argent, mais quand on donne de l'argent, on donne de l'argent à qui on veut subventionner. Je dis donner, mais en fait, c'est pas donner, c'est vraiment une subvention que l'on accorde au fonctionnement de certaines de nos organisations locales qui sont habituellement administrées par un ensemble de bénévoles. Alors, OK. ça permet de faire en sorte que, au moins, tu sais que l'argent qui a été consenti équitablement aussi. Et ça, et non pas en fonction du fait que, t'es quelqu'un qui m'appuie, toi. C'est correct, hein, regarde, je te double. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Là, je pense qu'on va en entendre parler longtemps. C'est ça. Bonne chance à la nouvelle administration parce que on dirait que quand tu arrives là-dedans, tu découvres plein de choses entre tes attentes de ce que tu pouvais faire puis de réaliser que là, écoute, il faut que tu mettes ton énergie dans des choses comme Pour banales. Comme redonner dans la un- confiance aux citoyens. Oui, je pense que aussi, ça va être la première des aussi cet choses. élément-là. Parce que c'est ça, à force d'en sortir, tu démontres que à tes électeurs et à tes citoyens, tu leur démontres que, le changement, ça fait peut-être pas de tort à des moments donnés, mais ça dépend qui tu mets là, dans le changement, mais le changement, ça fait peut-être pas de tort à des moments donnés. Ouais. Hey, les déchets de Ville-Saguenay, du Saguenay, en fait, sont maintenant entreposés au lac Saint-Jean. Ce qui fait que la durée de vie du site d'enfouissement là, va passer de, je pense, une quarantaine d'années à 15 ans. Là, donc, il faut déjà penser à agrandir. À penser créer des ou à formats. aller à un autre. On fait quoi avec ça? Parce qu'il faut les enfouir, nos déchets. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de gérer nos déchets, donc au niveau du recyclage, au niveau du compostage? Ben, au ça, niveau- déjà, on sait que les politiques sont à mettre de l'avant. Là, de chacune des municipalités se doit d'avoir des programmes pour pouvoir faire en sorte que nos déchets soient de plus en plus amassés. Regarde, ça a même fait l'objet de la campagne électorale à Saguenay, hein, Ouais. le fameux bac brun. Ça n'a pas donné grand-chose à M. Gagnon. hein? Non, pas à lui, mais il va y avoir, comme nous. Ici, ça s'en vient. Donc, on va se devoir de trier nos déchets pour pouvoir davantage. Nous, on a quand même une bonne pratique Nous, on depuis compose quelques déjà années. chez nous à la maison. C'est ça, mais tu as aussi tout ça là, qui va s'emmener en ligne d'accord. Oui, tu sais, à Saguenay, il faut que tu en trouves aussi des places, des terrains où tu peux le faire. Il y a eu une entente, donc ça l'a permis fort probablement, cette entente-là, d'atténuer les coûts
nous, que ça a Ouais. été sur la Mais je construction. pense que la problématique de l'entente, c'est que ça a été fait avec la Régie des matières résiduelles. Oui. Mais c'est les gens qui vivent à proximité, les gens de Saint-Bruno, Ouais, ça, les gens de la communauté qui sont pas... D'ailleurs, l'ancien maire de Saint-Bruno disait qu'il allait contester devant les tribunaux cette entente-là. Donc, c'est tout ça, en fait, là. Mais ça, on va toujours le voir. Mais Pas dans ma c'est cour. quoi qu'on... Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, regarde ici, avant, on avait ici à Dolbeau-Mistassini, on ramassait tous les déchets, si je peux m'exprimer ainsi, de la MRC aussi, qui est enfoui dans le secteur ici, au bout de la 2e avenue. C'est le même phénomène, là, qu'il faut que tu trouves un terrain qui va te permettre d'entreposer les déchets. On sait qu'il y a des activités qui relèvent aussi de ce type d'enfouissement-là, qui sont la récolte des gaz qui se font. Donc, il y a une activité économique qui relève aussi. Je sais qu'avec le compostage, je voyais en Californie là, que les agriculteurs, là, ils prennent tout leur engrais directement, autour de San Francisco, là, tous les agriculteurs ou les viniculteurs vont chercher leur engrais au centre de compostage. Fait que, tu sais, je veux dire, ça c'est... Ben, c'est ça du crée beau développement durable. ça crée une activité économique. Là. Le recyclage, c'est la même affaire. Il faut que... Maintenant, ça représente... Est-ce que... bon, le fait qu'à Saguenay, c'est sûr que ça fait du déchet, ça, là, un petit peu plus que nous, on en fait aussi. Là. Mais il reste que... Je pense que ça prenait une forme d'entente. C'est sûr que le principe pas dans ma cour va toujours être là. Nous, on a du somme en masse, là, ici. Là. L'UPAC débarque à la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est comme troublant parce qu'il y a plein de congés de maladie, il y a plein d'affaires, des enquêtes du ministère de l'Éducation. Puis là, l'UPAC qui débarque, je sais pas ce qui se passe. On a hâte de vous savoir, en fait, là. Qu'est-ce qui peut se passer là? Ben, ça peut peut-être prendre plusieurs années. Si on se fie, à l'UPAC là-dessus, je ne veux pas faire une mauvaise critique par rapport à eux, là, mais on sait que ça prend quand même du temps démontrer de ce genre pour porter des accusations. Pour être capable de porter des accusations. Maintenant, l'UPAC, elle a déjà débarqué aussi à Ville-Saguenay. Ben là, on sent qu'on est en train de voir pourquoi qu'elle avait peut-être été débarquée, qu'elle avait débarqué, pardon. Maintenant, ça m'amène à regarder aussi, peut-être à une échelle un petit peu plus haute, c'est tout le questionnement sur l'UPAC aussi. Oui. Tu sais, la façon dont actuellement c'est mené, c'est aussi contrôlé. Il risque qu'il y a des gens tout le temps qui gèrent. Tu sais, c'est ça. C'est le fameux principe où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais il reste quand même que ça. Tu sais, je dis pas qu'ils n'ont pas à intervenir là-dessus, là, à Saguenay. En fait, on n'a aucune idée sur pourquoi ils sont là. Oui, en fait, il y a fort probablement des allégations là, qui ont été faites dernièrement là, sur le fait que, entre autres, il y avait eu le fait que la présidente aurait bénéficié un peu de son rôle pour pouvoir influencer certaines décisions en faveur de son secteur ou de ses enfants ou des choses comme ça. C'est ce genre. Maintenant, là, on n'est pas dans l'élément de la fraude proprement dite, mais on est dans l'élément du jeu d'influence des deux dans l'administration courante. Ça, c'est peut-être un phénomène. Je n'ai jamais vu ça. Oui, mais c'est peut-être des phénomènes où il faut agir avec diligence et prudence. Ouais. Dans ce genre Mais je trouve que dans ce cas-là, on est là-dedans parce qu'il n'est pas sorti grand-chose. Là. Non, jusqu'à là. Je pense que la presse que je vois sont au début d'une forme de au moins, quand ils font une enquête directement sur place, et quand tu fais une enquête directement sur place, probablement que tu as reçu des autorisations pour le faire parce que tu as aussi des allégations qui ont une connotation qui relève soit de la fraude ou d'une mauvaise... Pas nécessairement d'une mauvaise administration, parce que là, c'est la question de la mauvaise administration. C'est aujourd'hui qu'on doit savoir ce qui se passe avec le président
du SPCM à Montréal. Ouais. Pas le président, pardon, le directeur. Ouais. Fort probablement que semblerait-il qu'il devra donner Il sa risque pas démission. d'avoir un rapport à câble. Rapport À suivre. Mais tout ça nous amène à se dire qu'effectivement, le fait qu'une organisation comme l'UPAC débarque dans l'administration publique afin de vérifier des allégations qui sont certainement amenées, ça nous démontre quand même qu'on a publiquement une forme de, pas de contrôle, mais une forme de une vérification qui se fait légalement par rapport à l'administration publique. Jusqu'à quel point on doit avoir ce genre de choses-là avant que la population, elle, ait à se prononcer sur ce type d'administration-là. La reddition de comptes, là, OK, on s'en rend compte que ça devient de plus en plus important quand tu regardes ce qui se passe avec l'argent de nos taxes. Et c'est peut-être important. Je pense que ça amène un élément sécurisant de fait de voir qu'une organisation, quand même, peut aller vérifier des genres de choses. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? On ne le sait pas, mais qu'à tout le moins, il y ait des vérifications sur des allégations. Bien là, moi, je ne suis pas capable d'être contre ça. Non, c'est ça. Rappelle-toi, au début du siècle dernier, quand les Canadiens ont découvert sur une petite patinoire sur le bord de la rue Racine un gardien de but extraordinaire qui s'appelait Georges Vézina. En 1948 ou 1949, on a construit le centre, l'aréna en fait de Saguenay qui porte son nom aujourd'hui. Mais voilà que c'est la plus vieille aréna, en tout cas du circuit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout le monde dit que c'est désuet, que même si on fait des rénovations, écoute, ça va durer 10 ans, 15 ans, qu'on aurait besoin d'un nouveau centre. Et là, Gilles Courteau, directeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dit là, ce serait le temps peut-être de construire un nouveau centre Georges Vézina ou un nouveau centre sportif qui portera un autre nom. Tu en penses quoi? Pour, contre? Je ne sais pas comment me prononcer là-dessus, moi. Moi, je vais dire, c'est comme si tu disais ici à Dolbeau-Mistassini, tu sais, centre sportif à Mistassini, dans le secteur Mistassini, là. Pourquoi est-ce que c'est qu'on remet de l'argent là-dessus? Pourquoi qu'on ne se dote pas d'un gros... C'est le même principe. Tu sais, puis qu'en plus, ce soit le président d'une ligue de hockey qui n'est même pas résident du secteur qui vient de te dire, écoute, là, ce sera le temps que tu regardes ça, là, hein? Bâtissez-vous un centre qui est pourquoi aller dépenser? Bon, pourquoi aller dépenser? C'est évident que si tu n'es pas capable d'aller jouer au hockey dans le centre Georges Vézina parce que c'est plus que désuet, mais la toiture coule puis que tu te ramasses, là, je te dirais, oui, ça vaut peut-être la peine qu'on regarde exactement ce qu'il y en a. Je ne connais pas tous les problèmes là, qui sont reliés là, au fait qu'ils disent qu'il est désuet, mais tu sais, si c'est le fait que tu ne peux accueillir que tant de monde, alors que les arénas maintenant, tu peux accueillir plus de monde. À un moment donné... non, mais je pense que c'est vraiment la désuétude du bâtiment. Puis moi, je ne savais pas trop, parce que je trouve des fois qu'on investit de l'argent public là-dedans. Mais hier, j'écoutais une entrevue avec Robert Hakim qui est arrivé avec un point que je trouve intéressant. Tu sais, au bout du compte, il y a des budgets qui sont alloués pour construire ce genre d'amphithéâtre-là. Puis si c'est pas à Saguenay, ça va être ailleurs. Puis au bout du compte, c'est nos taxes qui vont payer. Parce qu'on paye pour le Centre Vidéotron à Québec, on paye parce que c'est pour le toit du Stade olympique, on paye. Donc, tant qu'à ça, pourquoi pas payer pour une infrastructure qui serait chez nous? Puis pour y être allé dernièrement, c'est vrai que ça fait dur. Un peu le Centre Georges. Je sais pas. Mais tu sais, il faut faire attention quand on dit, il y a des programmes qui existent là-dessus, puis il faut le faire. Nous aussi, on a bénéficié de programmes pour faire une salle de spectacle. Non, mais ça reste qu'il faut investir des jours. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens s'en passeraient de la salle de spectacle? Les gens sont contents de l'avoir, la salle de spectacle. Oui, je pense que oui, mais j'amène la même affaire. Regarde toute la bataille qui a eu lieu ces arènes-là. Regarde la piscine. Ouais. On a des programmes pour les piscines. Avec 10 millions de dollars minimalement pour bâtir ça. Là.
c'est quand même des sous. Là. Je veux Ah, dire, oui, pour oui. moi, puis toi, là, hein? Mais c'est quand même dans des sous. l'utilisation aussi, tu sais, parce que je regardais... C'est sûr que là, la nôtre ici, semblerait-il que ça fuit de tout bord du côté. Là. Ouais. Ça nous Parce coûte, qu'il y avait un gars de Shawinigan hier qui parlait à la radio qui disait qu'eux, depuis qu'ils ont investi dans un nouveau centre sportif, ils ont doublé les gens qui viennent assister. Il y a 2 fois plus de monde qui viennent au centre dans une année OK. parce que maintenant, ils peuvent le louer pour des congrès, ils peuvent l'utiliser de manière différente, pas juste pour le hockey. Là. En tout cas, à suivre, parce que- j'ai vraiment de la difficulté, moi, à me faire une idée là-dessus. Bon, on parle de désuétude du bâtiment. Tu comprends? Si le bâtiment n'est pas s'écraser, mais genre, hey, tu réagis, là? Hein? Ouais. Tu réagis. Si c'est parce que, bon, il n'est pas très conforme aux nouvelles normes que tu as là. Ça fait des années qu'il n'est pas conforme. Ben, c'est une glace olympique. Il n'y a personne qui a ça au C'est Québec ça, à part ici. tu sais, en tout cas, c'est pour ça que j'ai... Maintenant, oui, fort probablement que ça vaudrait par ailleurs la peine qu'il y ait une étude qui se montre, même si des fois les études, ça dit ce que ça a à dire, mais de démontrer la pertinence ou la nécessité. Je pense que ça doit faire l'objet d'une bonne étude Oui, puis que financement de besoin qui là-dessus. viennent là. aussi d'ailleurs. Là. Je peux pas Exact, croire et que- puis de voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu comprends? Si je comprends. Et tu sais, il ne faut pas oublier que Parce que là, le sinon, on va fameux centre investir. Vidéotron à Québec, Ça, c'est en pas tout cas, fini, moi, là, puis toi, parce on que a là, donné on une parle piste. du retour des expos, mais ça prend un nouveau stade. Ah, Les c'est gouvernements ça, vont c'est- s'enliser là-dedans aussi. Là. OK. Hey, le Time Magazine a dévoilé sa personnalité de l'année. Et j'étais très content de leur choix parce qu'il y avait des choix que je trouvais plus louches. Et c'est le hashtag moi aussi, les femmes qui ont dénoncé, que ça a commencé aux États-Unis. Entre autres, on sait beaucoup l'affaire d'Harvey Weinstein, mais qui a eu un effet, écoute, c'était de la bombe Planétaire, partout comme on dit. autour du monde. Écoute, ici, il y a eu des répercussions au Canada. En France, c'était la campagne, ça s'appelait Balance ton porc. Là, je trouvais ça drôle. Mais il y en a eu partout. Écoute, bravo, parce que, encore là, tu sais, il faut changer cette culture-là qui va toujours mettre le fardeau de la preuve sur la victime pour que ça devienne l'agresseur qui ait à se défendre aussi. Bravo aux gens qui ont eu le courage, parce qu'il faut savoir que quand on dénonce comme ça, après ça, les projecteurs sont dans ta face. Ah Faut que- oui. faut que tu répondes présent, là. Au C'est niveau du stress puis de exactement, l'angoisse, et là. c'est ça, puis que tu sais, là, on parlait d'allégation tout à l'heure. Quand tu fais une allégation de cette nature-là, que tu amènes une plainte, tu sais, entre une plainte et une allégation, là, il y a une différence, là. Non, parce que je pense que seulement 30 des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles qui vont porter plainte. Dans eux autres, c'est pas nécessairement toujours... ils n'ont pas toujours gain de cause, justement, en raison de l'enquête, puis de tout ce qui incombe à ça. Il y a peut-être fort probablement aussi de définir plus adéquatement socialement c'est quoi l'agression, une agression ou un geste d'agression à caractère sexuel, que ce soit à l'endroit des femmes ou à l'endroit des hommes aussi. Il y a peut-être un débat qui pourrait aussi s'amener. Je ne te dis pas que il faut permettre telle affaire puis pas permettre telle autre affaire, mais de définir adéquatement là, qu'est-ce qu'il y en a sur ce type de choses-là pour pouvoir être capable aussi de faciliter peut-être pour amener des plaintes, pour amener donc de faciliter ça. Ça permet de faire en sorte que une bonne définition de ce genre de geste-là, ça pourrait peut-être permettre une plus grande type de dénonciation. Alors, c'est chapeau. Je je trouve savais ça une bonne pas, idée. ça m'a passé. Puis moi, j'avais pas vu ça. j'espère aussi que dans tout ça, oui, on va changer peut-être les procédures judiciaires, tout ça pour aider les victimes, mais j'espère qu'on va penser à l'avenir. Pour moi, ce qui est important, c'est d'éduquer les jeunes, mais pas juste, parce qu'on parle souvent d'éduquer les filles, mais d'éduquer les jeunes garçons, Il y a aussi d'éduquer tout le monde à qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce qui est permis, c'est quoi le consentement. Je trouve que ça, c'est hyper important. Il a commencé à y avoir, à tout le moins, des annonces, pas des annonces, mais une publicité, hein, des messages qui s'en viennent quand tu me parles, quand tu me dis ça. Au moins, ça permet à des gens de réfléchir. Ah, regarde, j'ai déjà eu un comportement qui était
pas aussi fort que ça, mais qui était dans le même sens. Tu te dis, ouais, c'est vrai. On va, au moins, il y en a qui se disent, on va faire attention. Hein? Ouais. Super, ça. Bon, bien, on va revenir à la politique provinciale, sondage qui est sorti. Sondage qui était très positif pour la CAQ, qui ont le vent dans les voiles depuis un bout de temps d'ailleurs. Là, ça tend à se confirmer. On sait que des fois, sur un sondage, ça peut arriver, mais là, ça tend à se confirmer. Plutôt dévastateur pour le PQ, qui là, se retrouverait, si c'était les élections, là, selon ce sondage-là, se retrouverait avec, je pense, une dizaine de députés. 7 députés. 7 députés. Comme en 1967. Oui. Fait que, c'est quoi ton analyse de tout ça? Les libéraux se maintiennent toujours. On sait qu'il y a une base forte, surtout dans le Québec anglophone. Là. Un sondage est une photographie d'un moment donné dans la vie politique, surtout un sondage à caractère politique. Donc, à un moment donné, dans la vie politique, il y a un portrait qui est donné. On sait que 6 mois en politique, c'est une éternité. Donc, fort probablement qu'il pourrait y avoir d'autres changements d'opinion d'ici la date d'élection prévue, par ailleurs. Oui, puis je veux dire aussi que dans le sondage, ben, c'est des tendances. Puis on voit, entre autres sur Québec solidaire, qui ont toujours eu entre 10-11 dans les sondages. Mais quand il arrive le temps de l'élection, on se ramasse avec 6-7 Donc, il y a une différence souvent entre tes intentions et ton vote. Parce qu'on sait que les gens veulent souvent voter pour gagner leur élection, voter pour des fois pour certains candidats ou contre certains partis. Donc, ça peut changer le vote stratégique aussi. Exact, là-dessus. Mais ça me donne quand même des indications. Et moi, l'indication que ça me donne, c'est ce qu'on dit depuis à peu près 3 ou 4 émissions. Là. Les gens, l'électeur, ce qu'il veut, c'est de changer les faces. Ouais. De changer les façons de faire des vieux partis. Bien, c'est un peu l'idée avec la CAQ, dans le sens, comme ils n'ont jamais gouverné, on se dit, pourquoi pas... Ça peut-tu être pire, tu sais? Il y a des vieux politiciens dans la CAQ aussi, mais François Legault est là c'est ça depuis quand même. Puis François Legault avait dit 10 ans. Hein? Ouais. Je me donne 10 ans. On va voir ce qui va se passer. Bon, mais il y en a un petit peu plus que 10 ans, mais pas bien plus. Là. Ouais. Alors, fort probablement que les prochaines élections vont être peut-être déterminantes pour sa carrière politique. Pour lui, oui. Pour aussi la CAQ, je pense. Pour aussi le Parti québécois. Mm-hmm. Hey, je discutais hier avec quelqu'un qui me disait « Hey, va-t-il y en avoir encore un PQ aux prochaines élections? » Parce que là, il y a aussi... veut dire, quand Jean-François Lisée s'est fait élire, il s'est fait élire en disant « On met en sourdine jusqu'en 2020 que la question pas l'idée du référendum. L'idée du référendum pas sur l'idée de l'indépendance. Ça, je pense que le Parti québécois a toujours été un parti qui visait à avoir à tout le moins la souveraineté, à défaut de l'indépendance. Il a toujours dit, mais il n'a pas dit par quoi on remplace ça. Et il a dit qu'il faut enlever les libéraux au pouvoir. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Parce que toi, tu vas proposer quoi? Ouais. Donc, si tu veux une nouvelle équipe qui va reprendre, une nouvelle équipe là, qui va reprendre, tu as quand même des visages là, qui font partie de la... Mais moi, c'est en tout cas. Mais tu sais, ça, là, ce phénomène-là a fait en sorte que l'électorat s'est dit si je veux un véritable changement, là, c'est un changement de personne qui est souvent de fois regardé au lieu d'un changement d'idée. Un changement de personne, là, si on veut juste changer les personnes, OK, on en essaie un qui a à mettre au pouvoir. Moi, je pense qu'on est dans ce move-là. Tu sais, les élections municipales nous l'ont démontré. Oui, puis on est clairement. On est véritablement dans ce mouvement-là de faire en sorte qu'on veut un changement de personne pour nous diriger. Pas nécessairement un changement d'idée. Ben non, parce que la réalité, là, je reviens à une phrase que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. » Pour moi, changer de face, si on ne change pas le système, on tombe dans les mêmes affaires. On l'a vu, là, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois qui avait des grandes idées, mais au moment où il devient chef d'un parti,
embarque dans la machine et puis fait la même chose que les autres politiciens. Je suis contre, je suis pour, je suis pour. En tout cas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que on ne donne pas aux gens, depuis le tournant de l'an 2000, on ne donne pas aux gens la possibilité d'avoir, je pense, un projet de société quelconque quand on fait de la politique. OK? On veut le pouvoir pour prendre le pouvoir. Mais prendre le pouvoir pour aider ses amis à avoir un petit peu plus d'argent et de bénéficier de nos taxes, ça, là, les gens, ils n'en veulent plus. Puis c'est la seule affaire qu'on leur offre. Bien, depuis, en tout cas, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. On n'a pas de projet de société. Le jour où il va y avoir un parti politique qui va dire on vous amène un nouveau projet de société, bien là, on va peut-être demander aux gens de voter. Non pas nécessairement juste en fonction d'un individu ou d'une personne. On va demander aux gens de voter sur un projet de société. Là, actuellement, on n'a personne qui nous amène ça. Nos on projets, nous amène c'est des l'économie, grenades administratives. Oui, oui. Tu sais, on nous amène ça comme chose. On dit, on va le régler. Il y en a combien qui font une campagne électorale en disant il n'y en aura plus d'attente d'insurgence. Ben, ils ont fait 30 ans qu'on a Ben, ça fait rien que ça qu'on nous dit. Oui, mais ça, c'est pas un projet de société, là, ça, non. là. Tu sais, ben, moi, c'est là que je trouve dommage que tant et aussi longtemps que l'on aura, il faut changer lui pour quand le mot changement va être personnalisé, ben, tu vas voir ce que tu as là. Oui. On va avoir des gens qui vont dire, bon, écoute, là, les vieux partis, là, puis mais les nouveaux partis font la même chose que les vieux partis. Oui, mais ils ont un bientôt au pouvoir. Et comme ils ont un bientôt au pouvoir, ça va être nouveau. Oui. Bien, ça, c'est dommage, là. C'est pas tout à fait vrai, là, dans la réalité de tous les jours. Mais on se comprend, sur le thème général. Alors, c'est, je pense, que ce qui explique actuellement l'état d'esprit de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Oui. Non? Oui. Mais moi, j'en ai plein de bonnes idées. Il faudrait juste que j'aie un parti et beaucoup d'argent pour me lancer. Bien, là, c'est ça. C'est ça. Mais c'est véritablement... Moi, la politique, en tout cas, quand je l'ai appris, quand je l'ai étudié dans le temps, c'était un projet de société. Et aujourd'hui, c'est... Bien, on gouverne beaucoup par sondage. On gouverne beaucoup. Le message passe tout le temps par des agents de communication. Il est filtré, la langue de bois. On est beaucoup là-dedans, là. Puis, tu sais... Des fois, j'ai l'impression aussi on se fait mentir en pleine face. Tu écoutes le discours de certains politiciens, tu sais, je veux dire, moi, là, on le comprend, là, tous les partis font ça, ce que M. Couillard a fait, là, de couper au début, puis après ça, de donner d'ouvrir la valve dans les 2 dernières années. On le sait, là, tous les analystes politiques le savent, là. Puis ça me fait rire de dire non, c'est pas électoraliste. Pourquoi pas le dire? Ben oui, c'est électoraliste, on veut se faire élire, voyez ce qu'on va être capable de faire, regardez ce qu'on fait avec l'argent qu'on a économisé. Pour ça, il faudrait vous voter. Ben oui, mais ça, c'est de l'honnêteté. Là, on nous ment en pleine face pour nous faire croire. En tout cas, j'ai bien de la misère avec ça. Mais tant que la politique va être... C'est dommage, là. Mais tant que la politique et que les médias d'information vont aussi nous amener là-dessus. Ben oui. Tu as vu où une analyse politique sur le projet de société de M. Couillard depuis qu'il est élu? As-tu eu un reportage? Le projet M. Couillard avait une certaine vision de ce que... on a quoi comme élément de bilan qui va dans cette vision-là et qu'est-ce qu'il y a de réalisé par rapport à ça? Même si, lors de la campagne électorale, M. Couillard nous disait, bon, mais nous allons faire ça, nous allons faire ça... Oui, on est capable de voir si ça s'est réalisé, mais ça s'inscrit comment dans la vision de la société qu'il avait et dans le projet de faire avancer puis de développer le Québec? Bien, c'est parce qu'on n'a pas de vision à très long terme, parce que le but, c'est toujours la prochaine élection. Bien, c'est là le trouble aussi que l'on a. Moi, je pense que on va se ramasser dans ces situations-là, puis regarde là, que ça c'est la CAQ, ou que ce soit le Parti québécois, disons, qui prendrait le pouvoir aux prochaines élections. C'est qu'il va y avoir. C'est qu'il va y avoir comme scénario le lendemain de l'élection, au mois d'octobre l'année prochaine, là, si on se rend jusque-là pour les élections. On se pourrait être prévu pour là. Ça, on va avoir quoi le lendemain de l'élection? Regardez, là!
telle organisation, là, hein? On a une prime de séparation à payer pour cette personne-là. Eh bien, il y a exactement ce qui se passe à Ville-Saguenay. Là, tu vas le revoir. C'est le même scénario, je le prédis. Ouais. Si les libéraux perdent. Puis si les libéraux ne perdent pas, OK, il ne faut pas oublier qu'on va en être au 4e mandat d'un gouvernement pour le Parti libéral, pas le 4e mandat. Oui, même si ça a changé de premier ministre, c'est la même gang. La philosophie d'administration est la même. C'est que tu veux, je te dis, c'est la même. Or, qu'est-ce qui va se passer le lendemain de l'élection si c'est encore les partis libéraux? Tu n'auras pas ça. Mais par contre, tu vas avoir, voilà, nous vous avons remis de l'argent, nous allons continuer à être censé de vous remettre de l'argent. Et 2 mois après, bien, tu vas avoir, bien, écoute, on va couper un peu là, dans les organismes communautaires. On vous redonnera dans 2 ans. On leur redonnera dans 2 ans. Je t'ai dit, c'est ça. Mais il ne faut pas que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut changer la manière de faire. Moi, exact. Je crois beaucoup à... En tout cas, exact. Et je ne pense pas qu'il y ait, à ce moment-ci, des partis politiques prêts à aller jusque-là. Parce que c'est un travail de quoi qu'on demande? C'est un travail d'éducation sociale et politique qu'il faut qu'il se fasse. Or, ça, tu ne peux pas l'avoir en 1 an. Ça prend combien de temps pour éduquer, entre guillemets, instruire, et peut-être le meilleur terme, un jeune pour pouvoir être en mesure de le faire? Je te dirais, il faut vouloir le faire. Ouais. Parce qu'en ce moment, là, la triste réalité de nos citoyens, là, c'est que pour avoir une formation de base, tu sais, le cours 1 là, de politique au cégep, là, ça, là, c'est les étudiants de sciences humaines qui l'ont au cégep. Au cégep. Donc, ça, c'est complètement anormal. Ce cours-là, le cours de citoyenneté, devrait être au secondaire pour l'ensemble des gens, parce que c'est aussi important d'être citoyen que de savoir parler français, de savoir compter. Écoute... Bon, on avait le fameux débat de l'histoire du Canada ou du Québec aussi, qui était encore là. Mais la différence, c'est que, pour moi, c'est que, mettons, sur le fond, l'histoire, tu peux toujours manipuler ce que tu vas... puis on peut le voir. Juste regarder l'histoire des Autochtones au Canada, comment que ça a été évincé de nos cours d'histoire, puis quand ça devrait être beaucoup plus important, parlez-en à Serge Bouchard. D'ailleurs, j'ai écouté le documentaire Québécoisie, qui était extraordinaire sur notre rapport avec la culture autochtone, à voir absolument. Mais tout ça pour dire que l'histoire, on peut la manipuler, mais les fondements de la politique, comment ça fonctionne, comment juste éduquer sur... Tu sais, la base d'être citoyen, là, on a ça quand? Jamais. Non. Jamais. Non. Si tu as un cours de politique parce que tu es dans sciences humaines, là, ça ne veut pas dire que ça t'intéresse. Hein? Non. Non, mais sauf que ça fait partie du mandat. Mais moi, je pense que ça sert le gouvernement d'avoir une population peu instruite au niveau de la politique parce qu'une population moins instruite à ce niveau-là, au niveau de la citoyenneté, c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est parce que quand la politique, c'est on va voter pour quelqu'un qui va prendre le pouvoir parce qu'on devrait avoir un petit peu plus de subventions dans notre comté, là, tu comprends? Ça, là, c'est pas de la politique, ça. Non, mais c'est un opportunisme électoral. Mais ça a les gens sur le terrain, là, c'est donc bien important. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, là, c'est de l'opportunisme, de l'électoralisme. Et de l'électoralisme, je suis désolé, mais ça n'est pas faire juste de la politique. Il est là le problème. Et là, OK. Ah, on l'a identifié. On l'a identifié. Maintenant, comment on le règle? J'ai des solutions. Venez me voir. On va s'en aller sur la scène internationale. Dernier sujet, je veux qu'on en parle parce que c'est quand même une grosse affaire pour moi. Le comité olympique a exclu la Russie des Jeux olympiques pour processus de dopage institutionnalisé, des centres de dopage menés par le gouvernement pour cacher, pour que les athlètes performent mieux aux Jeux olympiques. Là, on exclut la Russie. Ouais. On permet à des athlètes qui se sont démontrés propres depuis longtemps, qui viennent de Russie, de venir quand même aux Jeux olympiques, mais de représenter la bannière, le drapeau olympique, ce qui est particulier. De ne pas représenter leur pays. Oui. Est-ce que pour toi, c'est nouveau? Est-ce que c'est déjà arrivé ce genre de choses? C'est un peu arrivé aux dernières à Rio, OK, où on avait banni. OK, certaines fédérations pouvaient enlever les compétiteurs russes, donc qui avaient été pris, entre guillemets, à tricher parce qu'ils se dopaient. Donc, on les avait enlevés. Je te dirais que, tu sais, le commentaire hier, j'écoutais Luc Brassard, qui disait... Luc Brassard qui était... Jean-Luc Brassard. Jean-Luc, excuse-moi. Ouais. Tu vois le commentaire, j'ai de la misère avec les noms.
Jean-Luc Bourassa qui disait, tu sais, ce que cette décision-là, là, ce qu'elle vient de créer, c'est fort probablement un immense mouvement, parce qu'il n'y a pas rien que la Russie qui se dope. C'était mon point, c'est que là, faites-moi pas à croire qu'il y a juste la Russie, qu'aux États-Unis, il n'y a pas un système de dopage institutionnalisé. Mais par contre, je suis d'accord avec qu'il y ait cette action-là. OK? Effectivement, il a été démontré, qu'on le veuille ou non, démontré et dénoncé qu'il y avait un système de dopage systématique en URSS. En URSS, c'est maintenant la Russie. Ouais. Plus particulièrement en URSS, par exemple. OK, mais avec la Russie aussi. Où il y avait effectivement un système de dopage. Donc, ça, il faut effectivement le dénoncer. Et l'action que mène le comité olympique m'apparaît correcte. Il fallait que ça se fasse aussi dur que ça, aussi. Sais-tu ce que ça pourrait peut-être permettre? Enlève dans l'esprit olympique le fait que ce sont des compétiteurs qui viennent de certains pays qui sont en pratique. Puis enlève ça, là, puis dis que tout le monde, demain matin, là, OK, il faut qu'il soit sous le drapeau olympique pour compétitionner aux Jeux olympiques. Ouais. Enlève l'idée des pays. Enlève que tu es un athlète. Oui, mais c'est la base des Jeux. Ben, ça serait ça. C'est le phénomène aussi, origine du fait que l'on a encore là identifié des athlètes. Avant leur nom, on dit tu es un Russe, tu es un Canadien, puis c'est ça. Ben, de toute façon, d'ailleurs, on suit les Jeux olympiques en fonction de nos drapeaux. Aussi, par rapport à nos drapeaux. Les athlètes qu'on ne connaît même pas, puis qu'on s'en est toujours foutu, on les voit aux olympiques, puis à go, on devient des gros fans. On devient des fans. Ouais. Mais moi, j'ai peut-être une solution. Oui, vas-y. On sait que, tu sais, ils ont fait les Jeux olympiques pour les personnes handicapées, les Paralympiques. Oui. Mais pourquoi on ne ferait pas les Jeux olympiques pour les personnes qui se dopent? Oui, hein? Ben, c'est bien, non, c'est mais bien, comme ça, bien, ça. On verrait au moins, on le saurait. Oui, ça serait clair pour tout le monde. Regarde ça comme il faut. Hey, merci. Jules, je vais te souhaiter un bon temps des fêtes. Oui, et on se revoit après les fêtes. Oui, on recommence on va être de retour mi-fin janvier pour des nouvelles éditions de Qu'en pensez-vous? Là-dessus, continuez de suivre l'actualité. Passez un beau temps des fêtes à tous. Aimez-vous, c'est important. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Allez voir vos proches et partager paix et amour. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à 2018. L'an prochain. Oui, bon temps des fêtes.